Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble le patron Hanoï. Il s'agit d'un patron à la fois de blouse, de robe et de barboteuse. L'inspiration de base est la blouse paysanne, reconnaissable par sa forme ample et confortable, son emmanchure raglant et ses fronces à l'encolure. Nous l'avons réinterprété à notre façon afin de vous proposer un patron mixte et intemporel avec différentes options. Nous allons donc voir ensemble les caractéristiques techniques de ce patron. On commence par les 3 longueurs possibles, blouse, robe et barboteuse. Nous avons également 3 longueurs de manches possibles, manche rond, manche courte élastiquée et manche longue élastiquée. L'encolure est froncée et finit par un biais réalisé dans le tissu du vêtement. Ces fronces permettent de donner du volume au vêtement afin qu'il soit bien confortable. De plus, nous avons des emmanchures raglants qui, de la même façon, sont très confortables car plus larges que des emmanchures classiques. Le vêtement se ferme au dos grâce à un bouton et une bride, et une fente permet de l'enfiler facilement. Concernant la barboteuse, nous avons prévu une ouverture entre jambes pour un enfilage et un change facile. Toutes les options sont bien sûr combinables entre elles, afin de créer sa propre version en fonction des envies et des saisons. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. Les options blouse et robe, et les manches courtes et longues, sont classées comme faciles. Dans le niveau intermédiaire, vous aurez les options barboteuse et mancheron qui demandent un peu plus de travail. Le point de difficulté de ce patron, ce sera principalement la pose du biais à l'encolure. Cela requiert de la précision pour avoir un joli rendu. Mais comme d'habitude, vous allez voir que si on prend son temps et que l'on est précis sur le repassage et les assemblages, cela passe tout seul. De la même façon, le choix du tissu peut beaucoup jouer sur la difficulté. Pour un débutant, on préférera un tissu stable et qui marque bien au fer. Nous allons d'ailleurs nous pencher sur le choix des tissus. Ce patron est conçu pour du chaînette rame, c'est-à-dire des matières tissées et non tricotées, et donc a priori non stretch. On peut à peu près tout utiliser, à condition que ce ne soit pas trop épais, notamment au niveau des fronces à l'encolure. On va diviser les tissus en 2 catégories, la saison chaude et la saison froide. Pour la saison chaude, on peut utiliser de la double gaze, de la popeline, du Vichy, du chambré, du lin, du plumetis, de la broderie anglaise, du cirque-cœur ou encore de la viscose. Pour la saison froide, on pourrait utiliser du velours milleret fin, du jean souple ou encore de la flanelle. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin d'un bouton pour la fermeture au dos ainsi que d'une bride. On peut utiliser différentes choses pour former la bride. La plus simple étant un cordon rond élastique. Il en existe de différentes couleurs. Étant donné qu'il est élastique, il s'adaptera à tous les diamètres de boutons et aura tendance à mieux tenir. Mais on pourrait également utiliser un cordon non élastique, comme ici, ou encore un élément décoratif, comme de la dentelle par exemple. Enfin, dernière possibilité, on pourrait réaliser la bride dans le tissu du vêtement, mais en essayant de faire en sorte qu'elle soit bien fine. Ce sont les 2 éléments de mercerie obligatoires, ensuite le reste dépendra des options choisies. Pour l'option manche courte ou longue élastiquée, il faudra de l'élastique plat de largeur 1 cm. Vous n'en aurez pas besoin d'une grande longueur, 40 cm sera suffisant pour toutes les tailles. Pour l'option barboteuse, vous aurez également besoin de cet élastique pour les cuisses. Il vous faudra aussi un petit morceau d'entoilage thermocollant pour renforcer les parmentures à l'ouverture entre jambes. Et enfin, vous aurez besoin de 3 boutons ou pressions pour cette ouverture entre jambes. Pour les boutons, un diamètre entre 9 et 12 mm conviendra. Pour les pressions, vous pouvez utiliser un diamètre de 10 mm, qu'elles soient pleines ou évidées. On pourrait également choisir des pressions à coudre à la main, qui seront donc invisibles. Enfin, la bande d'encolure a été conçue pour être réalisée dans le même tissu que le vêtement, mais rien ne vous empêche d'utiliser un biais du commerce, qui, dans ce cas-là, sera contrastant. Cela ne change rien à l'assemblage et vous pourrez suivre les mêmes étapes. Nous allons faire un tour d'horizon des différentes versions cousues pour voir des rendus différents. On commence par cette version robe à mancheron réalisée en viscose. La fluidité du tissu fonctionne bien avec les fronces et plus spécialement avec les mancherons qui restent bien souples. Nous avons ensuite cette version barboteuse à manches longues destinée à un petit garçon. Cousue en jean, cette barboteuse est un bon basique à porter en toute saison. La 3e version est une blouse à manches courtes réalisée dans un tissu Stardust d'Atelier Brunette
qui est une double gaze lisse brodée de points dorés. Je vous montre également ces deux versions cousues dans deux Vichy de tailles différentes. La particularité de ces deux modèles, c'est que l'on a choisi de ne pas élastiquer le bas des manches. Avec le Vichy, il faut penser à faire attention au raccord des lignes, notamment au niveau du milieu dos où ça peut être visible. Nous avons également cette version robe à mancherons cousue dans un coton texturé à carreaux. Ce tissu a un joli tombé et le jeu de texture fonctionne très bien avec les fronces du modèle. Avant de commencer l'assemblage du vêtement, nous allons voir quelques points spécifiques sur la découpe des pièces. On va commencer par la bande d'encolure et les bandes de propreté en manchure, qui doivent impérativement être coupées dans le biais du tissu. Cela permet de leur donner la souplesse et l'élasticité nécessaires pour pouvoir bien se placer dans les arrondis. Vous pouvez faire le test de découper une bande dans le biais et une dans le droit fil du tissu. Vous verrez tout de suite la différence de souplesse. C'est ce que j'ai fait ici pour vous montrer la différence. Concernant les coulisses cuisses de la barboteuse, celles-ci peuvent aussi être découpées dans le biais, mais ce n'est pas indispensable car elles ne seront pas placées à des endroits avec des arrondis prononcés et seront ensuite froncées. Si votre tissu est un peu épais, vous pouvez décider de découper les pièces bande de propreté en manchure, coulisses cuisses et parmenture boutonnage devant et dos dans un tissu plus fin. Vous pouvez aussi faire ce choix si votre coupon prévu comme tissu principal est un peu plus petit que préconisé. Dernière précision qui concerne les parmentures boutonnage devant et dos. Les pièces sont quasiment identiques. Je vous conseille donc d'épingler comme ceci le patron au tissu jusqu'au dernier moment. Comme ça, pas de risque de se tromper. Cela vous permettra de repérer la parmenture devant de la parmenture dos, mais aussi le haut du bas. On commence par l'entoilage qui concerne uniquement la barboteuse. On entoile sur l'envers les pièces parmenture boutonnage devant et dos en enlevant les marges de 7 mm au niveau des côtés et du bas. Cela permet d'éviter ensuite des surépaisseurs. On passe ensuite au surfilage ou surjetage des pièces qui peut se faire soit avec le point zigzag de la machine à coudre, soit avec le surjet de la surjeteuse. On va surfiler les pièces comme je vous le montre ici. Milieu dos, côté, raglan corps et manches, ourlet blouse et robe qui ne sont pas montrés sur cette version, ainsi que ourlet manches courtes et longues, et dessous de manches. Et enfin, pour la barboteuse seulement, le haut des parmentures boutonnage devant et dos. On passe ensuite au repassage des pièces. J'ai choisi de tout regrouper au début afin de tout faire d'un coup. J'aime bien procéder ainsi, ça permet d'être plus efficace en enchaînant le repassage des pièces avec un fer encore chaud. Et une fois toutes les pièces repassées, il ne nous reste plus qu'à coudre. On commence par les ourlets de la blouse et de la robe. On fait un premier entrée de 1 cm, puis un second de 2 cm. Je m'aide de ma règle prévue pour le repassage, qui est très pratique et qui me permet de repasser mes ourlets précisément. On enchaîne avec les ourlets des manches courtes et longues, avec pour commencer un rentré de 7 mm. C'est très simple à réaliser car cela correspond à ma largeur de surjet. Je continue ensuite avec un second rentré de 1,5 cm. Là encore, je m'aide de ma règle pour être précise tout en gagnant du temps. On continue avec la bande d'encolure. Nous allons la repasser comme un biais. On commence donc par la repasser envers contre envers, tout le long en son milieu. On va ensuite repasser chaque moitié en son milieu également, toujours envers contre envers. Je fais d'abord un côté puis le second, mais il serait également possible de repasser les deux en même temps. C'est important de bien marquer tous les plis, ça nous aidera ensuite pour l'assemblage de la bande. Il existe également des outils qui permettent de préplier directement votre bande et vous n'aurez plus qu'à la repasser. Pour la barboteuse, on va repasser un rentré de 7 mm sur une longueur de chaque coulisse cuisse. Je m'aide de ma règle pour amorcer mon repassage, puis je continue en le faisant à l'œil. Sur de petits rentrés comme ici, je trouve que travailler à l'œil fonctionne très bien et reste précis. Pour l'option mancheron, on va commencer par repasser envers contre envers les bandes de propreté en manchure en les pliant en deux dans leur longueur. Enfin, il nous reste à réaliser l'ourlet en bas des mancherons. Pour garder le côté léger du mancheron, on va privilégier un mini ourlet en faisant deux rentrées de 5 mm. Pour une aussi petite mesure, je vais faire à l'œil et je ne vais pas me servir de ma règle.
Il existe sinon des pieds spécifiques pour machine à coudre qui permettent de piquer directement l'ourlet sans avoir besoin de le préformer au fer. On pourrait aussi réaliser un ourlet rouloté avec la surjeteuse. Je vous montre ce que ça donne une fois l'ourlet piqué. On peut commencer maintenant l'assemblage du vêtement. On commence par les versions manches courtes et longues. La version mancheron sera expliquée au chapitre suivant. Je vous montre ici l'assemblage sur une version barboteuse, mais le principe est identique pour une version blouse ou robe. De même pour les manches longues ou courtes. On place les manches endroit contre endroit du devant. On fait attention aux repères. Le double repère correspond bien au devant. On aligne les lisières et on fait correspondre les repères, puis on peut épingler. Je fais la même chose de l'autre côté. On pique à 7 mm. Une fois piqué, on ouvre les coutures au fer. On va répéter l'opération, mais avec les dos cette fois. On les place endroit contre endroit des manches et on aligne les lisières et les repères. Le dos correspond au simple repère. On épingle, puis on pique à 7 mm. On ouvre les coutures au fer. On place endroit contre endroit le devant et les dos. Et on aligne les lisières côté et dessous de manches. On prend soin de bien aligner les coutures d'assemblage du raglan en gardant les coutures ouvertes. On épingle. On pique à 7 mm. On ouvre les coutures au fer. Pour les plus perfectionnistes d'entre nous, on pourrait réaliser cette couture en couture anglaise. Mais le risque, c'est que ce soit un peu épais au niveau du dessous de bras. On privilégie donc cette technique plutôt pour les tissus fins. Et il faudra bien penser à ajouter une marge de couture supplémentaire en amont. On passe maintenant à l'assemblage des mancherons. Il est un peu plus délicat à réaliser car il nécessite la pose d'une bande de propreté afin de bien finir le dessous de l'emmanchure. Après, l'avantage, c'est que comme on peut le voir ici sur l'envers, la finition est hyper propre. On place endroit contre endroit les mancherons sur le devant. Le double repère correspond au devant, on fait attention à ne pas confondre avec le dos. On aligne les lisières et on fait correspondre les repères. Les mancherons ne vont pas jusqu'en bas du raglan, c'est bien sûr normal. Une fois épinglés, on pique à 5 mm dans la marge de couture. On place ensuite les dos sur les manches, endroit contre endroit, de la même façon que précédemment. On aligne les lisières et les repères et on épingle. On pique à 5 mm dans la marge de couture. On peut maintenant placer endroit contre endroit le devant et les dos en alignant les lisières côté. On pique à 7 mm. On ouvre les coutures au fer. Pour les plus perfectionnistes d'entre nous, on pourrait réaliser cette couture en couture anglaise. Mais il faudrait alors prévoir une marge de couture supplémentaire en amont. On privilégie tout de même cette technique pour les tissus plutôt fins, sinon on pourrait se retrouver avec quelque chose de trop épais. On va maintenant assembler la bande de propreté afin de terminer toute cette emmanchure. On vient la placer en droit de la bande contre envers du mancheron, en alignant les lisières ensemble. On épingle bien tout autour. On voit que sur la partie basse de l'emmanchure, celle où il n'y a plus les mancherons, la bande se retrouve endroit contre endroit du devant et du dos. Je prends soin de bien garder la couture côté ouverte. La bande est prévue pour être plus longue que l'emmanchure, c'est normal, ça nous permet d'être bien à l'aise lors de l'assemblage et le surplus sera recoupé plus tard. On pique à 7 mm et on répétera pour l'autre côté. Voilà une fois piqué. On réduit les marges de couture à 4 mm, cela nous évitera d'avoir des surépaisseurs et facilite également le placement de la bande. On pourrait même cranter dans les arrondis si on le souhaite. On peut maintenant rabattre la bande vers l'intérieur du vêtement, nous permettant ainsi d'enfermer les marges de couture. On épingle bien, on peut même repasser si on le souhaite. On va piquer au plus proche du bord. Je vous montre sur le second côté, déjà cousu. On peut maintenant recouper le surplus de la bande de propreté. Et voilà, une fois piqué, nous avons fini l'assemblage des mancherons dans le raglan. On se retrouve pour l'assemblage du dos.
quel que soit le type de manche choisi, manche ronde, manche courte ou manche longue. On place endroit contre endroit les dos et on aligne les lisières de milieu dos. On fait correspondre le repère et on épingle. On va piquer du repère jusqu'au bas du vêtement à 1 cm cette fois-ci. Une fois piqué, on ouvre la couture au fer et on repasse dans la continuité les rentrées de 1 cm de la fente. En option, on peut surpiquer ces rentrées afin qu'ils tiennent bien en place. Sinon, ils seront maintenus en haut par la bande d'encolure. Je vous montre ici les rentrées surpiquées. Cela permet aussi de renforcer le bas de la fente qui pourrait se fragiliser à l'usage. On passe maintenant à l'encolure. Pour commencer, on va prendre le temps de reporter les repères de la pièce patron sur la bande, car celle-ci étant coupée dans le biais, elle a pu légèrement s'étirer lors du repassage. Ça peut avoir l'air de rien, mais c'est vraiment important, car la bande conditionne le tour d'encolure final et un décalage d'1 cm peut avoir un rendu complètement différent lorsque le vêtement est porté. Cela va dépendre du tissu utilisé. Par exemple, je sais que la double gaze peut avoir tendance à pas mal s'étirer. Ici, on a environ 5 mm de plus que prévu, alors que le jean est quand même une matière plutôt stable. On pique 2 fils de fronce en haut de l'encolure. On utilise un point long et une faible tension de fil, et on prend soin de ne pas faire de point d'arrêt en début et fin de piqûre. Nous avons une vidéo technique spécifique sur les fronces que je vous invite à regarder si vous voulez plus de conseils et d'astuces. On place l'endroit de la bande d'encolure contre l'envers de l'encolure. Je fais correspondre tous les repères. Je commence par le milieu devant, ensuite les milieux manches, et enfin les extrémités dos. Au niveau du dos d'ailleurs, les rentrées de 1 cm sont bien évidemment repliées. On va maintenant tirer sur les fils de fronce jusqu'à ce que l'encolure soit de même longueur que la bande d'encolure. Les repères épinglés ensemble nous aident à bien répartir les fronces. On prend soin de bien tout placer, c'est une étape importante car ce sera presque le plus visible une fois le vêtement terminé. Une fois bien épinglé, on pique le long de la première pliure du biais d'une extrémité à l'autre. On va maintenant terminer les extrémités de la bande. On plie donc la bande en accordéon, je vous montre ici. La bande est pliée en son centre, endroit contre endroit, et les moitiés sont ensuite repliées envers contre envers. On tient avec une épingle. Je recommence de l'autre côté. Avant de piquer, il faut que l'on insère la bride sur un côté. La longueur de la bride est à définir en fonction du bouton, mais j'aime bien partir sur une taille finale d'environ 1 cm qui s'adapte à un grand nombre de diamètres. Je prends donc un morceau de cordon élastique d'environ 4 cm que je replie en deux. Je le glisse dans mon extrémité, les lisières sont donc alignées et la bride est orientée vers le vêtement. Je pince à l'endroit de la future couture et je retourne pour avoir une idée du rendu final. Je peux ainsi ajuster comme je veux. Ici, je le trouve encore un peu grand, je vais donc réduire un peu et répéter pour voir si cela me convient. Une fois que c'est bon, je vais prendre une pince pour maintenir la bride en place. On peut maintenant piquer les deux extrémités dans la continuité des milieux dos. C'est important de faire cette piqûre précisément et d'éviter tout décalage à la base, car cela risque d'être visible lorsque l'on retournera la bande. Sur le côté où il y a la bride, je n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours pour bien la renforcer. On peut maintenant réduire les marges de couture de l'encolure à 4 mm. C'est une étape vraiment importante car elle facilite le placement de la bande à la fin. Je recoupe la marge de couture de l'encolure seulement, pas celle de la bande. Au niveau des coutures d'assemblage, je n'hésite pas à recouper les marges de couture, car c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur. Au niveau des extrémités, je dégarnis les angles et je réduis également la marge de couture. J'enlève en même temps les fils de fronce. On va maintenant retourner la bande d'encolure sur l'endroit du vêtement. On prend soin de bien retourner les angles. Si on a bien repassé la bande au préalable, et si on a bien réduit les marges de couture, la bande se place facilement. À partir de là, on a deux solutions. La première que je vais utiliser et qui consiste à bien épingler la bande régulièrement tout le long de l'encolure. Mais si on préfère, on peut plutôt bâtir cette bande au lieu de l'épingler pour avoir un résultat encore plus précis.
C'est l'idéal, notamment pour les tissus qui bougent et qui ne permettent pas d'être suffisamment précis. Moi, avec mon jean qui est bien stable, l'épinglage est suffisant. On peut ensuite piquer au plus proche du bord. Je vous montre une fois piqué. Sur l'endroit, la piqûre est bien régulière et le rendu est joli. Je vous montre également sur l'envers. La piqûre n'est pas exactement parfaite car elle se retrouve parfois juste en dessous du biais, mais ce n'est pas visible comme on est sur l'envers. Cette piqûre est l'une des plus délicates à réaliser de tout le patron, et le principal est que le rendu soit satisfaisant sur l'endroit du vêtement. On passe aux finitions pour les manches courtes et longues. Il ne nous reste plus qu'à réaliser l'ourlet en bas de manche et à l'élastiquer. Les mancherons, quant à eux, ont déjà été ourlés au tout début. On commence donc par reformer les ourlets que l'on avait pré-repassés. Un premier rentré de 7 mm, puis un second de 1,5 cm. Là, ils se reforment très bien, je n'ai même pas besoin de les repasser de nouveau. J'épingle l'ourlet, puis je vais le piquer en laissant une ouverture d'environ 3 cm vers le dessous de manche. Je vous montre sur la seconde manche déjà cousue. On va élastiquer les manches. Je prends l'élastique de 1 cm et je marque dessus la longueur donnée dans le tableau du tutoriel qui inclut déjà les marges de couture de 1 cm. J'en profite pour marquer également les marges de couture, ça m'aidera à la fin. La mesure est différente en fonction de l'option manche courte ou longue. Je préfère marquer la mesure sur mon élastique plutôt que de le couper directement à la bonne taille. Je trouve ça plus simple pour l'enfilage. Je pique une épingle à nourrice à l'extrémité et j'enfile l'élastique dans la coulisse créée en bas de manche. Je ressors de l'autre côté et je vérifie que l'élastique n'est pas vrillé dans la coulisse. Je peux maintenant couper mon élastique au niveau du repère. Je superpose les extrémités sur 1 cm et je vais piquer en faisant plusieurs allers-retours afin que la piqûre soit bien solide. Voilà, on a piqué l'élastique. On va maintenant le rentrer complètement dans l'ourlet et terminer la piqûre sur les 3 cm laissés ouverts. Voilà ce que ça donne sur l'autre manche une fois l'ourlet terminé. Il serait également possible de ne pas élastiquer les manches. Je vous montre ce que ça donne sur cette version manche longue. Cela donne un look différent au vêtement. Je vous montre aussi sur une version manche courte avec cette fois un côté élastiqué et l'autre non. Ce chapitre ne concerne que l'option barboteuse. Pour la blouse et la robe, vous pouvez aller directement au prochain chapitre sur les finitions. Pour la barboteuse, il nous reste à élastiquer les cuisses et assembler les parmentures boutonnage. C'est un montage un peu différent de ce que l'on a l'habitude, mais il n'est pas difficile tout en ayant de belles finitions. En plus, de cette façon, l'entrejambe elle-même n'est pas élastiquée, ce qui simplifie la pose des boutons et la fermeture. On place endroit contre endroit la parmenture devant sur le devant, en faisant attention à bien mettre la lisière surfilée vers le haut. Je tiens par des épingles. Je fais ensuite la même chose avec le dos, lisière surfilée, toujours orientée vers le haut. Les parmentures sont épinglées, mais pas piquées pour l'instant. Ce sera fait plus tard. On va maintenant placer une coulisse cuisse endroit contre endroit le long d'une cuisse, en alignant les lisières du corps avec la lisière non repliée de la coulisse. Au niveau des parmentures, la coulisse est bien par-dessus. On épingle tout le long. Au niveau de la couture côté, on prend soin de la garder bien ouverte. À la fin, notre coulisse va être plus longue que la cuisse. C'est normal, ça nous permet d'être à l'aise et d'avoir une marge de sécurité. Le surplus sera coupé plus tard. On pique à 7 mm d'une extrémité à l'autre. Les côtés des parmentures sont donc piqués en même temps. On fait ensuite la même chose pour la seconde cuisse. Voilà, une fois piqué, j'en ai profité pour couper le surplus de coulisse aux extrémités. On vient maintenant sous-piquer les marges de couture des tours de cuisse aux coulisses. C'est-à-dire piquer les marges de couture aux coulisses afin qu'un léger basculement s'opère à la fin vers l'intérieur du vêtement, et ainsi que la coulisse ne soit pas visible sur l'endroit du vêtement. On va donc coucher les marges de couture sous les coulisses et repasser au besoin. On surpique les coulisses à 3 mm en prenant bien en même temps les marges de couture. Je vous montre sur la seconde coulisse déjà sous-piquée. On retourne les coulisses sur l'envers du vêtement, on reforme le rentré de 7 mm et on épingle tout le long. On pique les coulisses en place au plus proche du bord. Attention, il faut arrêter la piqûre juste avant les parmentures dos et devant. Elles ne sont donc pas prises dans la piqûre et les coulisses ne sont pas piquées jusqu'au bout.
On coupe 2 morceaux d'élastique d'environ 50 cm, cela permet d'être plus à l'aise pour le montage en ayant une grande longueur d'élastique. Mais si vous voulez consommer moins d'élastique, je vous conseille de ne pas couper dans votre longueur d'élastique et de le garder tel quel. Normalement, il doit mesurer environ 1 mètre. Et de monter un élastique après l'autre, au lieu des deux en même temps. C'est ce que je vais faire ici. On marque sur l'élastique la longueur préconisée dans le tableau du tutoriel. On insère l'élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice en partant du devant et en sortant au dos. On pique l'extrémité de l'élastique perpendiculairement à la coulisse, juste avant la parmenture dos. Dans le tuto, c'est indiqué juste avant la parmenture devant, mais ici, j'ai inversé pour pouvoir utiliser la technique qui permet de consommer moins d'élastique. Mais dans le principe, ça ne change rien à la piqûre qui doit se faire de la même façon que ce soit sur le devant ou le dos. Voilà une fois piqué sur le dos. On tire sur l'autre extrémité de l'élastique jusqu'à apercevoir le repère précédemment marqué et on épingle. On s'assure que l'élastique est bien à plat dans la coulisse et n'est pas vrillé. Puis on le pique perpendiculairement à la coulisse juste avant la parmenture devant. De la même façon que précédemment, on fait attention à ne pas piquer la parmenture elle-même. On coupe ensuite le surplus d'élastique. Et on recommence pour l'autre côté. On épingle, puis on pique les entrejambes devant et dos à 7 mm. Il y a 3 épaisseurs, devant ou le dos, les parmentures, endroit contre endroit, et la coulisse piquée sur l'envers du vêtement. Je vous montre sur le dos que j'ai déjà piqué. On dégarnit les angles, puis on retourne la parmenture sur l'envers du vêtement en prenant soin de bien former les angles. La cuisse est donc élastiquée, mais pas au niveau de la parmenture qui, elle, reste bien à plat. Il nous reste à faire l'ourlet pour les options blouse et robe. On reforme les rentrées de 1 et 2 cm en bas du corps et on épingle. S'ils ont été bien repassés en amont, ce n'est pas indispensable de les repasser de nouveau. Une fois épinglés, on peut piquer les ourlets à 1,8 cm. Voilà l'ourlet piqué. On peut maintenant coudre le bouton en vis-à-vis de la bride sur la bande d'encolure. Ici, j'ai choisi un bouton 2 trous et ici un bouton 4 trous. Cette dernière étape concerne uniquement l'option barboteuse. Il faut encore coudre les boutons au niveau de l'entrejambe. La parmenture devant se positionne au-dessus de la parmenture dos. On brode donc 3 boutonnières à l'horizontale sur la parmenture devant, la première étant centrée et les 2 autres aux extrémités de part et d'autre. On peut ensuite coudre les boutons en vis-à-vis sur la parmenture dos. Je vous montre ici sur la barboteuse Sydney, dont le principe est identique. Pour ma barboteuse Hanoï, j'ai préféré utiliser des pressions. Dans ce cas, les pressions mâles se posent sur le dos et les pressions femelles sur le devant. On pourrait également opter pour des pressions à coudre à la main pour un rendu invisible. De la même façon, je vous montre sur cette barboteuse Sydney. Et voilà, votre Hanoï est terminé. Vous avez un exemple ici des 3 types de longueurs et de manches possibles. On voit que l'on obtient des vêtements très différents. Vous ne devriez pas vous ennuyer avec ce patron. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiHanoï. À très bientôt chez Ikati.